Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée du 3 questions A et cette semaine, nous avons le plaisir d'interroger Rudi Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, l'Observatoire du conspirationnisme et les théories du complot. Il est l'auteur de L'opium des imbéciles, essai sur la question complotiste, paru en 2019 aux éditions Grasset. Bonjour Rudi. Anne-Sophie. Alors Rudy, on a vu dès le début de la pandémie du Covid une explosion des théories du complot sur l'origine du virus, sur sa propagation, sur le vaccin, et c'est pas fini. On voit aujourd'hui comment le mouvement anti-vax et ou anti-pass sanitaire se nourrit du conspirationnisme. Alors notre première question est très simple. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce dernier phénomène? Quel rôle joue ici le complotisme? Quels sont les mécanismes à l'œuvre? En fait, ce qu'on observe avec la contestation contre le pass sanitaire, c'est ce qu'on a observé dans la contestation contre le port du masque, contre le confinement, contre la vaccination en général avant ça. Donc, c'est pas surprenant de voir à la fois une contestation s'exprimer. Elle est inhérente à la crise sanitaire, aux mesures qui sont prises. Elle est vraie en France et c'est vrai dans d'autres pays européens. Donc, ça, c'est pas directement lié aux politiques mises en œuvre et au gouvernement en place. Ça, c'est important de le souligner parce que ce qu'on voit, c'est la mobilisation effectivement de théories du complot, de contenus conspirationnistes, en tout cas de propositions conspirationnistes autour de tout cela qui sont mobilisés ici, ailleurs, dans d'autres pays, y compris des pays qui ne sont pas occidentaux, et souvent avec le même imaginaire qui est un imaginaire paranoïde, avec l'idée que tout cela est une fausse pandémie organisée pour les bénéfices de l'industrie pharmaceutique, pour le bon vouloir d'un complot mondialiste organisé par Bill Gates, George Soros et d'autres, que leurs agents, par exemple en France, sont les autorités de santé, le gouvernement, etc. C'est des choses qu'on retrouve dans d'autres pays et c'est vraiment un complotisme mondialisé en fait qu'on est confronté aujourd'hui. Je pense que c'est important de le souligner. Et alors ensuite, les théories du complot, là, on n'aurait pas le temps d'en parler en détail et d'en parler bien dans quelques minutes qui nous sont imparties, mais elles ont commencé, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, dès le mois de janvier 2020, très très tôt, avec l'idée qu'on faisait face en fait à une arme biologique ou à une fausse pandémie, qu'en réalité tout ça était lié à la 5G, que tout cela était fait pour nous forcer à nous vacciner et nous tracer avec des nanopuces qui nous seraient injectées à notre insu, etc. etc. Donc, la désinformation en matière sanitaire et le complotisme avancent vraiment de pair et clairement, ils ont fait des ravages puisque ces rumeurs-là ont des effets directs en matière de santé publique. Ça se traduit par des hécatombes humaines très réellement parce que cette défiance contre les politiques de santé, eh bien, ça conduit des gens à ne pas faire le choix de la vaccination, à rejeter tout cela et à la fin, ça veut dire des gens qui meurent en grand nombre. Merci, c'était très clair. Alors, parce que l'antisémitisme relève aussi de théories du complot. Les deux phénomènes se manifestent souvent en même temps. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs à l'œuvre avec le Covid, avec la banalisation de la Shoah qu'on a vu lors des dernières manifs anti-vax, le port de l'étoile jaune par des manifestants, la comparaison du système de contrôle mis en place au régime nazi, et on l'a vu aussi avec le phénomène du qui cet été. Alors, est-ce que vous pouvez revenir pour notre public sur ce lien ténu entre conspirationnisme et antisémitisme? Le lien entre conspirationnisme et antisémitisme, il est évident dans le sens où l'antisémitisme moderne, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est un complotisme, dans le sens où ce qui est reproché fondamentalement aux Juifs, principalement, c'est d'œuvrer secrètement en vue de dominer le monde. Donc le thème du complot juif, il est intrinsèque à l'antisémitisme. L'inverse n'est pas tout à fait vrai. On peut être complotiste, adhérer à des théories du complot sans être antisémite. Mais ce qu'on constate, évidemment, c'est qu'on a disponible tout un matériel symbolique qui est indissociablement complotiste et antisémite et qui est prêt à l'emploi et qui circule abondamment, de sorte que lorsqu'on s'intéresse au complotisme aujourd'hui, quel que soit le sujet, en tout cas aux mouvances complotistes, eh bien le thème de l'antisémitisme est omniprésent. J'avais écrit un texte sur le sujet qui s'appelait l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à ces sujets-là, on arrive très très souvent à la question de l'antisémitisme, de la haine des juifs, etc. Alors, effectivement, on a eu dans les mouvements de contestation contre
mesures sanitaires prises, le masque notamment, et ensuite, plus récemment, contre le pass sanitaire, des références omniprésentes à la Shoah, pour plusieurs raisons. D'abord parce que là aussi, c'est un événement fondateur. On vit dans des démocraties post-hitlériennes, et c'est le moment fondateur quand même de notre démocratie moderne, et c'est une histoire qui nous fournit un décor extrêmement manichéen, avec des bons et des méchants, avec des collaborateurs et des résistants. De sorte qu'il est très tentant de l'utiliser, de l'instrumentaliser pour se faire passer pour une victime. Et la victime absolue, c'est évidemment celle des camps nazis, etc. Donc cette analogie, elle a été très très abondamment utilisée. Elle a été pour d'autres causes d'ailleurs auparavant, et y compris pendant le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Et en fait, elle produit énormément de confusion, cette analogie, parce que elle suggère en fait que finalement ce qui s'est passé pendant la Shoah n'était pas si grave. Finalement, si on explique que ceux qui refusent de porter le masque, que ceux qui n'ont pas de passe sanitaire sont dans la même situation que les Juifs obligés de porter une étoile jaune pendant l'occupation, si on explique que c'est la même chose, eh bien ça veut dire que à l'époque, ça n'était pas si grave finalement. Or si. Donc c'est une forme de négationnisme larvé. L'historienne Deborah Lipstadt parle de soft denialism à ce propos, donc de négationnisme soft, à supposer qu'on puisse en parler comme ça. Et donc, de manière, comment dire, pas surprenante, peut cohabiter des gens qui instrumentalisent ces symboles-là et des gens qui pointent du doigt les Juifs comme étant les responsables de cette crise. Et c'est ce qu'on a vu effectivement dans certaines manifestations, pas toutes, mais dans certaines, oui, cet été, avec la désignation des Juifs comme étant les responsables de la crise et les responsables de cette prétendue dictature sanitaire que le gouvernement serait en train d'instaurer. Le qui, il faut en dire juste un mot brièvement, ça vient de printemps dernier, une interview sur une chaîne d'infos en continu, du général Delawarde, qui a été signataire d'une tribune des généraux qui avait été publiée par Valeurs Actuelles, et qui, dans un texte antérieur, un texte qu'il avait publié quand même sur le réseau Voltaire de Thierry Messant, c'est jamais rappelé ni souligné, mais il faut le dire, sur donc l'une des plateformes complotistes francophones les plus actives, les plus dynamiques, l'un des 10 sites complotistes les plus fréquentés aujourd'hui, avait fait un long texte en expliquant à 3 reprises qu'il ne pouvait pas nommer, ne pouvait pas citer ceux qui contrôlent les médias. Et à chaque fois, il écrivait mais nous savons qui sont derrière, nous savons qui les contrôle, etc. à 3 reprises, de manière très insistante. Et évidemment, pour lui, il s'agit de cette communauté qu'on ne peut pas nommer, qui est liée à Israël, etc. Tout ça est assez transparent. Et donc, les antisémites ont repris ce langage codé pour pouvoir pointer du doigt un bouc émissaire sans avoir l'air d'y toucher. Mais effectivement, ce langage codé, il est compris de ceux qui ont les clés pour le décoder, et il invite d'une certaine manière ceux qui ne comprennent pas à faire l'effort par eux-mêmes, à relier les points, comme dans une sorte de jeu de Cluedo. Donc on a là quelque chose qui est propre à l'antisémitisme d'après-guerre, c'est un antisémitisme qui ne peut pas s'exprimer ouvertement, l'antisémitisme qui doit avancer masqué, mais voilà, dans toute son ambiguïté et toute son hypocrisie, je trouve qu'il y a l'un des traits contemporains les plus forts de l'antisémitisme. Merci beaucoup, Roger. Alors, notre dernière question, c'est celle qu'on pose à tous nos invités. C'est la suivante. Si vous passiez 2 minutes avec le président Macron et qu'il vous posait la question suivante, quelles seraient pour vous les 2-3 priorités à mettre en œuvre pour prémunir nos sociétés face au conspirationnisme et à ses conséquences, que vous avez bien expliqué? Je ne vous entends plus. Donc, quelles seraient les solutions, c'est ça? Vous m'entendez? Oui, ou pas? les 2-3 priorités, les 2-3 priorités pour se prémunir du conspirationnisme. D'accord. Et de ses Écoutez, conséquences. d'abord, je dirais c'est un sujet à prendre au sérieux. On n'a plus le temps aujourd'hui de temporiser et de dire on verra plus tard et de remettre à plus tard les solutions, les actions en matière de politique publique pour essayer d'endiguer ce phénomène qui menace très clairement non seulement la santé publique, mais nos démocraties, notre capacité à continuer à vivre en démocratie à l'avenir. Donc c'est un sujet urgent. C'est un sujet sur lequel politiques, responsables politiques, journalistes, scientifiques doivent être exemplaires.
sur lequel ils doivent être exemplaires. Donc ne pas verser là-dedans à leur tour. Et puis, évidemment, responsabiliser, on en parle beaucoup, notamment en ce moment parce qu'il est question de la phase finale de l'adoption du DSA, le Digital Service Act, au niveau européen, c'est-à-dire un texte qui vient réguler l'économie numérique. Il faut responsabiliser les plateformes de réseaux sociaux, mais aussi les plateformes de messagerie cryptée, les plateformes de crowdfunding. Enfin, tout cela doit participer de cette réflexion pour essayer de faire en sorte que cette désinformation eh bien, ne soit pas relayée, amplifiée par ces canaux. Et puis, je dirais qu'il ne faut pas non plus oublier de responsabiliser les auteurs, c'est-à-dire les influenceurs complotistes eux-mêmes, qui, trop souvent, on oublie qu'ils sont censés être tenus responsables de leurs actes et de leurs paroles. Je trouve qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire pour les mettre face à leurs responsabilités, notamment en matière de diffusion d'informations notoirement fausses. Et on a des gens qui portent des accusations très graves et qui, en permanence, sont comme dans une sorte d'extraterritorialité juridique ou judiciaire et non de compte à rendre jamais à personne, tout en faisant de l'argent avec cela, par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils monétisent leur chaîne YouTube, leur site, etc. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, notamment on pourrait donner la possibilité aux ONG qui luttent contre la désinformation de se porter partie civile pour lutter contre ces fausses informations. Et puis, on pourrait déjà faire respecter la règle qui veut que lorsqu'on a un site Internet, eh bien, on doit avoir des mentions légales complètes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de beaucoup, évidemment, de sites complotistes. On a fait on a montré que les 10 sites complotistes francophones les plus fréquentés, c'est presque 15 millions de visiteurs uniques par mois, c'est considérable. Et sur les 10, vous en avez 4 qui n'ont pas de mention légale ou une mention légale totalement incomplète. Ça n'est pas normal. Les mentions légales, elles sont obligatoires quand on a un site de presse, notamment un média, en tout cas un média qui prétend informer. Donc, c'est l'une des choses sur lesquelles on pourrait revenir ou déjà commencer à essayer de faire appliquer la loi. Donc, voilà, ça ne préjuge pas de l'éventail de mesures, de propositions qu'on pourrait formulées. On a formulé un certain nombre dans un rapport que nous avons publié il y a 2 ans. Mais si on commençait par ça, ce serait déjà bien. Et puis évidemment, l'éducation, singulièrement l'éducation aux médias et à l'information, qui est peut-être pas suffisamment encore développée. Merci beaucoup, Rudy. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.